terme et la fatigue court terme, c'est-à-dire fatigue court terme en mode je me suis couché très tard la veille parce qu'on a eu un gros événement qu'il a fallu préparer, ça m'arrive rarement. Fatigue long terme, je pense que c'est par cycle. Quand on s'est vu il y a 4 ans, je rentrais d'une année de césure et j'ai commencé une période assez pisse. Pendant 3 ans, j'étais hyper rythmé, j'étais dans l'entrepreneuriat social et j'étais dans une boîte qui s'appelle Convivencia. Et après, là, c'est vrai que depuis que je me suis remis dans une dimension politique, forcément, c'est beaucoup plus crevant, quoi. La fatigue long terme, tu sens que c'est beaucoup plus crevant, quoi. Quand t'es fatigué sur le long terme et que ça s'arrête pas, où est-ce que toi, tu trouves l'énergie pour continuer ? Je pense qu'il y a plusieurs sources d'énergie. La première pour moi c'est clairement l'intimité. Donc avec les autres, avec la personne que t'aimes, avec mes frères, moi j'ai 3 frères. C'est vraiment ma première fraternité, première communauté. Je tiens beaucoup à notre relation, l'importance du lien entre nous, ça commence toujours par là. Donc je pense qu'il y a une ressource forte dans l'intimité. Après, le silence, la méditation, la contemplation aussi des paysages, j'essaie de sortir au maximum de Paris. C'est marrant parce que je suis à la fois un Parisien, je suis né à Paris, j'ai toujours une adresse à Paris. J'ai toujours vécu à Paris en fait. Pour la première fois de ma vie, je vais vivre en dehors de Paris. Là, au mois de février, je déménage dans l'Ain. D'accord. Avec ma meuf, on va habiter là-bas. Et elle a grandi là-bas elle en fait. Donc l'Ain, c'est entre Lyon et Genève. C'est quoi, c'est la campagne ? C'est la campagne. Campagne, pied de montagne, c'est au pied du Jura. C'est-à-dire quoi, c'est un besoin de couper un peu de cette agitation ou... Ouais, si, clairement, besoin de couper de la vie parisienne ultra agitée, etc. Et il y a aussi... Puis après le Covid, je trouve que les gens sont devenus violents, genre ils sont agressifs entre eux. Les gens dans la rue sont violents, le trafic est violent, les gens s'énervent, sont impatients, puis le bruit est devenu insupportable depuis la fin du Covid, je trouve. J'avais adoré le premier confinement, je l'ai fait à Paris tout seul, confinement de mars-mai 2020. Mais après la sortie du confinement 3, ça a été très très dur, je trouve, l'ambiance ici. Mais j'allais dire, le paradoxe d'avoir toujours vécu à Paris et d'être né à Paris, c'est que j'aime beaucoup les stats et les chiffres, c'est un peu malgré moi. J'ai passé 9% de ma vie à l'étranger. Et surtout, j'ai séjourné dans tous les départements français au moins une fois. Tous. Soit parce que j'ai fait des tours de France avec Coexisté, soit parce que là, je me déplace encore pour des conférences ou voir des groupes locaux et tout. Et donc, je me rends compte que le terrain, le terroir en France, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. De regarder la spécificité d'un endroit, les traditions des gens, leurs réflexes, leurs références. Pour moi, ça, c'est hyper puissant. Paris, la ville de Paris, elle t'apporte quoi ? Et le terroir français, il t'apporte quoi ? La ville de Paris, elle apporte la stimulation, les rencontres. On peut pas nier aussi qu'il y a une forme de réseau à Paris qui est très important. Ça m'apporte aussi la concentration de plein de gens à rencontrer, avec qui échanger, avec qui discuter, débattre, travailler. Puis c'est une ville qui est magnifique en termes de lifestyle. Enfin, il y a tellement de petits plaisirs, de Madeleine de Proust, la terrasse des cafés, le Parc des Princes pour voir un match, le théâtre, le cinéma, les parcs, le sport. Enfin, c'est une ville qui est sensationnelle, quoi. Il y a une des vidéos dans laquelle je pleure à chaque fois que je la regarde, c'est une vidéo sur Paris, c'est Paris en 3 mots. Et il y a un passage sur les attentats du 13 novembre avec une scène au Bataclan. À chaque fois je me dis putain, cette ville est tellement intense. Et puis les terroirs, ce que ça m'apporte, c'est la beauté déjà, clairement, l'authenticité, et puis ça crée une grande curiosité. Et la curiosité, c'est un truc qui est vital chez moi, parce que ça donne envie de s'engager dans une recherche, dans la tête, dans le cœur. Parce que t'es curieux, tu prends un chemin. Sans curiosité, tu prends pas de chemin, quoi. Faut d'abord avoir la curiosité pour prendre un chemin. Et je trouve que du coup, cette curiosité fait prendre des chemins nouveaux. Et les terroirs suscitent une curiosité de dingue. Parce qu'ils ont leurs propres caractéristiques, leurs propres règles. Tu vois, tu prends un département comme les Pyrénées-Atlantiques, t'as les Basques au bord de la mer, les Béarnais plutôt à l'intérieur, vers Pau. Et en fait, ils savent très bien qu'ils se mélangent pas. D'ailleurs, t'as pas de nom pour dire les gens qui habitent en Alpes-Maritimes. C'était soit basque, soit béarnais. Et chacune de ces 2 identités, c'est une histoire, des façons de se nourrir, donc des plats traditionnels, une langue, des lieux clés à voir qui représentent leur tradition. Et donc ça crée des curiosités qui ouvrent des chemins. La curiosité, c'est un peu la poignée, quoi, de la porte que tu ouvres, quoi. Et parce que t'es curieux, tu peux ouvrir la porte, et puis après, il y a tout un... Parfois, je me restreins aussi sur ma curiosité, parce que je me dis, si je me curiosise, j'ai inventé un mot, sur un truc, je vais pas m'arrêter. Donc je me dis, ça va, là, t'es déjà assez curieux de X sujets, donc tu vas essayer de les creuser un peu tranquillement en parallèle, tu vas pas t'en rajouter un autre. Au-delà de la curiosité,
qu'est-ce qu'il faut, et peut-être surtout pour quelqu'un qui aurait peur, qu'est-ce qu'il faudrait pour ouvrir ses portes et prendre un nouveau chemin? Au-delà de la curiosité pour les gens qui ont peur d'ouvrir des portes, c'est une bonne question ça. Des racines. Des racines parce que la hauteur des branches dépend de la profondeur des racines. Toujours. C'est parce que un arbre est enraciné, il sait d'où il vient, où il est, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent, qu'il est capable d'aller chercher très très loin comme ça les rayons du soleil et la couleur du ciel et l'humidité. Donc je pense que ouais, il y a clairement pour moi, avant la curiosité, il y a les racines. Puis après il y a une forme de courage aussi, hein. Une forme de courage, hein, c'est clair de se dire je tente quoi. Ça fait peur de tenter? Ça dépend, il y a des choses qui font peur. C'est vrai que là, moi, au Covid-1, j'étais tellement en colère par la façon dont le Covid était géré que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, il y avait 140% de morts de plus que dans tout le reste de la France. Que les personnes les plus pauvres étaient les plus touchées, qu'il y avait des gens qui continuaient à travailler, qui se mettaient en danger pour nous livrer de la bouffe chez nous, que la France est passée à 10 millions de pauvres, donc un Français sur 6 est considéré dans les normes européennes comme pauvre, c'est-à-dire vivant avec moins de ressources que ce dont il a besoin pour vivre. C'est ça, quelqu'un qui est pauvre. C'est que t'as moins que le besoin, pas l'envie, le besoin. Ça m'a rendu tellement ouf que pendant des années, moi je m'étais dit la politique c'est pas pour moi. J'en ferais pas. L'action que j'avais à coexister sur les religions et la laïcité, c'est déjà très politique, donc j'ai pas besoin de faire de la politique au sens direct. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les décisions qui sont prises de fermer des lits d'hôpitaux, de distribuer des masques, d'accueillir d'une manière ou d'une autre un bateau de migrants comme l'Aquarius à Marseille, ces décisions-là, elles sont prises par des gens qui font de la politique. Donc moi, il m'a fallu un peu de courage pour me dire, à l'été 2020, juste après le confinement 1, allez, on va tenter une expérience politique. On va tenter de rentrer dans ce jeu-là, sans rentrer dans un parti, ça, j'ai pas encore fait le pas. Je sais pas si c'est un problème de courage ou un problème de refus, parce que j'ai vraiment pas du tout envie d'aller dans un parti. Alors certains dans les partis me diraient que je manque de courage parce que je veux pas m'engager et tout, mais je pense que rentrer dans le jeu politique, ça demande du courage parce que c'est facile d'aller dans la rue manifester, dire on est contre, et d'être du côté des gentils qui sont pour le féminisme, pour l'antiracisme, pour le climat, pour l'égalité, pour le social, tu vois, tout ça. Mais après, quand tu vas concrètement faire une proposition qui va se traduire en décision de ministre, de député, de président, ça fait toujours flipper. Parce que tu sais que tout le monde va te critiquer, tout le monde va te dire c'est pas exactement ce qu'il fallait faire. Donc ça demande du courage. Et moi, c'est la dernière fois que j'en ai pris, c'est franchir un peu cette passerelle et pas être que dans l'associatif. Mais je reviendrai. Avoir du courage pour toi? Avoir du courage, qu'est-ce que c'est? Avoir du courage? C'est prendre un risque. C'est si la vie n'était qu'un jeu, ce serait mais c'est pas qu'un jeu. Si c'était qu'un jeu, ce serait de jouer comme au poker ou au tarot une possibilité où il y a plus à perdre qu'à gagner. Mais on veut le tenter quand même pour la tentative, quoi, pour l'excitation. Mais comme la vie n'est pas qu'un jeu, c'est d'accepter une part de risque pour ce que ça peut offrir comme fruit. Et c'est ça en fait, c'est de se dire je me mets en difficulté parce qu'en fait le courage c'est pas non plus de se mettre en danger, c'est de se mettre en difficulté dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre confort, auquel on est attaché, notre image, nos relations sociales, notre statut, notre passif, notre CV, notre salaire, nos ressources. Et pour moi le courage c'est d'accepter de mettre un peu ça en risque, un peu ça en danger pendant quelques temps, parce qu'il y a un bien plus grand derrière. Mais en fait, on se rend compte que le vrai courage, il n'est pas déraisonné, il n'est pas dangereux. Tu te mets pas toi en danger. Tu mets juste en risque les choses qui te sécurisent. Mais toi, t'es jamais en danger en fait, mon courage. Jamais. Je crois pas. Je crois au contraire que t'es pas en danger, t'es en accomplissement. Pour moi. Dans le courage, tu mets en risque les choses qui te sécurisent toi, qui sont autour de toi, tu vois. Tu peux mettre en risque, typiquement, je pense qu'un risque... si je reprends la politique, pour moi, le courage d'aller faire de la politique, tu mets en risque ta sérénité et ton image consensuelle. Voilà. C'est beaucoup moins consensuel. Donc tu mets ça en risque, mais tu te mets pas toi en danger, en fait. Et c'est ça le courage. Quelle est la chose
la plus précieuse qu'on puisse risquer? La chose la plus précieuse qu'on puisse risquer? Mais déjà, la chose la plus précieuse, il faut pas la risquer. Ouais. C'est les relations. Ça, faut jamais les risquer. Faut pas les mettre en risque, ça c'est clair. Et je pense que c'est vrai à la fois au niveau intime et au niveau politique, parce que de toute façon, l'intime est politique. Et donc, les deux sont vrais. On peut pas risquer nos relations. Quand on est prêt à risquer les relations, c'est qu'on se déshumanise. Et d'ailleurs, je le vois déjà en politique, des gens qui font passer leurs amitiés, leur loyauté derrière des opportunités individuelles de pouvoir ou d'avoir. Là, il y a un signal qui fait que ça sent pas bon, quoi. Donc, les relations, clairement, ça se met pas en danger. Et donc, dans ce qu'on peut mettre en risque, qu'est-ce qu'on peut mettre en risque en plus? Pour moi, c'est tout ce qu'on a. Tout ce qu'on possède. C'est ça le plus haut niveau de ce qu'on peut mettre en risque. Mais parfois, moi, je pense qu'il faut tout perdre pour tout gagner. Hein. Tout perdre jusqu'où? Chacun saura ce que ça veut dire. Tout perdre, c'est assez personnel comme ce que ça veut dire, tout perdre. Quand on fait le lien, justement, tu vois, avec par exemple Nelson Mandela qui a eu plusieurs années de prison pour ses 25. idées. 25. Est-ce que le courage, c'est quelque chose qui, avec le temps, s'est perdu? Bah déjà, Mandela, c'est un bon exemple parce que je pense qu'il s'est pas mis en danger profondément dans son être. Il s'est plutôt accompli dans son être. Il avait ce poème qu'il récitait tout le temps, Invictus, en disant dans la nuit qui m'environne, dans la ténèbre qui m'enserre, je loue le Dieu qui me donne une âme à la fois noble et fière. Prisonnier de ma situation, je ne peux pas me rebeller. Meurtri par les tribulations, je suis debout, bien que blessé. En ces lieux d'opprobres et de pleurs, je ne vois qu'horreurs et ombres. Mes années s'annoncent sombres, mais je ne connaîtrai pas la peur. Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme. Et ça, en fait, c'est là où il a pas mis en danger justement sa personnalité. Par contre, il a mis en danger tout ce qui était autour de lui. Sa femme, ses enfants, sa richesse, son histoire, sa liberté même. Même sa liberté, c'est peut-être ça la chose la plus précieuse qu'on peut mettre en danger, c'est sa liberté. Mais c'est sa liberté extérieure au profit de sa liberté intérieure. Et sa liberté intérieure, c'est vrai qu'il a eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur liberté et qui sont morts dans cette situation. Lui, il a eu beaucoup de chance, c'est que sa liberté intérieure était tellement puissante qu'elle a provoqué sa libération, à J+27 ans, et la fin de l'apartheid. Et ensuite, il a présidé le pays, carrément. Mais je comprends que les gens aient pas des comportements de Mandela de manière naturelle. D'abord, c'est parce qu'on leur demande. Il y a quand même un choix consenti qui, je pense, était profond chez Mandela. Puis il y a une partie qu'il a subie. Il a quand même été condamné à de la prison parce qu'il a fait péter un train. Donc il y avait un acte de sabotage. Puis il était violent dans cette première partie de sa vie. Il s'est converti à la non-violence en prison. Et puis, je comprends aussi parce qu'en fait, il y a plein d'autres manières de changer les choses sans arriver à Mandela. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont prêts à faire ce que Mandela a fait sur d'autres sujets. Tu vois, il y a un livre qui vient de sortir sur les jeunes, là, qui s'appelle La Fracture, sur les moins de 30 ans, qui dit que 1/4 des moins de 30 ans, 1/4, est prêt à mourir pour le climat. À mourir pour faire une action climatique, de défense de l'environnement. 1/4. Et c'est Victor Hugo qui disait tu n'es pas prêt à vivre tant que tu ne sais pas pourquoi tu es prêt à mourir. Est-ce qu'il faut tous qu'on atteigne cet état de liberté intérieure pour pouvoir libérer ce qu'on voit d'emprisonner à l'extérieur? Sur le papier, je pense que t'as raison. Après, il y a quand même un truc de... Moi, je suis pas à l'aise avec les états et les seuils. Moi, je crois pas à ça. Les niveaux d'élévation de conscience, par exemple. J'y ai cru longtemps qu'on progresse comme ça. Et je pense que c'est vrai à titre individuel et je pense que c'est vrai aussi à l'échelle d'une société. On ne monte pas vers une situation de conscience collective permanente qui ne fait que progresser et puis ensuite on peut plus redescendre. Comme si on avait atteint un seuil, on a franchi une case. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que tu peux avoir atteint un niveau de liberté d'ailleurs un jour et complètement redevenir servile le lendemain. Servile de l'argent, servile de la gloire, servile du pouvoir, enfin... Et j'en ai des exemples là, depuis que je fais un peu de politique avec la primaire populaire, je vois que des chefs de parti qui ont été des gens très libres dans leur façon de fonctionner, dans leur façon d'agir, qui aujourd'hui sont complètement serviles de règles, de dogmes, d'appareils, de systèmes, qui ont complètement perdu leur fraîcheur, leur spontanéité, leur radicalité. Donc tu peux complètement faire l'inverse, et puis regarde comment la société française s'est structurée.
sur des libertés fondamentales qu'on a acquises, liberté d'association, de presse, de religion en 1905, de conscience, et puis tous ces grands progrès, l'abolition de l'esclavage, des privilèges, droits de femmes, etc. Bon. Et puis aujourd'hui, on voit que dans ce quinquennat, toutes les lois fondatrices, elles ont été un petit peu bougées pour augmenter le niveau de sécurité, de contrôle de la police, etc. Donc, je crois pas déjà, j'ai pris tous ces exemples personnels et collectifs, donc individuels et politiques, pour dire que je crois pas qu'il y ait des seuils. Il n'y a pas d'État. Par contre, il y a un chemin, c'est clair, et je pense que on a besoin d'être sur un chemin de liberté intérieure pour provoquer la liberté à l'extérieur. Ouais, l'un va avec l'autre. Mais j'en ferai pas une condition pour autant. J'avais entendu une fois un intervenant qui disait dans une conférence pour qu'il y ait la paix en France, il faut qu'il y ait la paix à l'intérieur des gens. Donc en gros, pour qu'il y ait la paix dans les relations sociales, il faut que les gens fassent la paix à l'intérieur d'eux-mêmes. Je suis pas d'accord, c'est pas une condition pour moi. Donc c'est ce qui est vrai pour la paix, je mets pareil pour la liberté. C'est pas une condition, ça peut être un dialogue. Il y a un cercle. C'est aussi la paix dans la société qui facilite la paix du cœur, et la paix du cœur qui facilite la paix de la société. Je le mettrai pas comme un prérequis. Je le mettrai pas comme un prérequis, ça peut être un dialogue, et c'est vrai pour changer les choses aussi à l'échelle systémique. Quand on dit aux gens de faire des petits gestes, parfois les petits gestes c'est très dur à faire, alors qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la capacité de décider qu'ils peuvent faire baisser les émissions de carbone demain. Parce que si demain on fait tous des petits gestes écolos par exemple, ça résout 25% du problème. Parce que 75% du problème, 3/4, c'est les États et les entreprises. Donc, et en plus, il y a beaucoup moins d'États et d'entreprises dans ces 75% qui peuvent influencer la décision de 75%, alors que dans les 25%, on est des milliards d'individus. Donc non seulement on est beaucoup, donc ça change pas les choses, et en plus, en ratio, on représente rien par rapport au global. Donc je prenais cet exemple pour dire que pour moi, il y a une synergie entre se changer soi-même et changer en dehors de soi la société, et que ça travaille en dialogue, quoi. Il n'y a pas une condition, et ça doit se faire en cohérence et en cercle vertueux.